Bonjour et bienvenue à notre webinaire du 4 juin de l'édition spéciale du CRI Pandémie, notre séminaire annuel Convergence Recherche-Intervention, organisé conjointement par le RISC, l'Institut universitaire sur la dépendance, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Avant de commencer le webinaire aujourd'hui et de laisser la parole à la professeure Bertrand, je vais simplement vous faire quelques précisions concernant la plateforme Zoom et le déroulement. Donc, le webinaire se déroule en 2 temps, commençant d'abord par une conférence magistrale de 30 minutes, qui sera suivie d'une période de questions de 15 en 30 minutes. Donc, je remercie les 70 participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, vous êtes dans un Zoom de type webinaire qu'on appelle. Alors, votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, ce qui permet en fait d'accueillir davantage de participants et d'assurer une bonne qualité du son pour tous. Par contre, je vous invite vraiment à interagir avec notre conférencière aujourd'hui, soit en écrivant vos questions via le chat ou en posant directement vos questions en commentant, en levant la main, puis je pourrai à ce moment-là vous accorder le droit de parole. Donc, en tout temps, vous pouvez aussi me contacter via le chat si vous avez des difficultés ou des demandes spéciales à me faire. Puis la conférence est aussi enregistrée pour rediffusion sur notre site web. Puis la présentation PowerPoint va également être disponible. Ceci dit, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui professeure Karine Bertrand, dont le webinaire s'intitule « Santé mentale et consommation de substances psychoactives chez les jeunes, les pratiques d'intervention précoce prometteuses ». Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Puis je cède maintenant la parole à Karine. Merci beaucoup, Émilie. Alors, ça me fait immensément plaisir aujourd'hui d'être avec vous via la magie des technologies. Alors, je vous remercie d'être présent, puis ça me fera plaisir d'échanger à la fin de la présentation sur le sujet de ma présentation qui portera sur la question de la santé mentale et de la consommation de substances psychoactives chez les jeunes, avec un regard spécifique porté sur les pratiques d'intervention précoce prometteuses. Alors, c'est un concept d'ailleurs que j'aurai l'occasion de définir en cours de présentation. Peut-être avant de commencer, voilà. Alors, peut-être mentionner que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je veux remercier aussi l'équipe de chercheurs professionnels du projet IP Jeunes ainsi que la source de financement Santé Canada puis le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du financement PODS. Et mentionner aussi que les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, le MSSS, ni du centre, le CIUS de Montréal, du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, pardon. Alors voilà, un grand merci aussi particulier à tous les partenaires terrains là, qui continuent de nous épauler dans ce projet. Quelques mots de contexte. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Bon, d'abord, on peut soulever qu'il y a une prévalence élevée, mais disons relativement élevée de jeunes qui ont un usage à risque d'alcool, de cannabis et autres substances. Si on regarde nos données auprès des adolescents, c'est 5% de ce qu'on appelle les feux jaunes, là, si on fait référence à la DEPADO, soit qui ont une consommation à risque, puis 5% des jeunes du secondaire qui ont une consommation problématique là, environ. Donc, ça représente quand même un certain nombre de jeunes. C'est des jeunes pour qui l'offre de service parfois est déployée de façon moins importante que, par exemple, les soins spécialisés. Et il y a eu une identification, entre autres par le MSSS, en lien avec ce projet-là, mais aussi par les milieux de pratique, de soutenir un peu les milieux par rapport au déploiement d'intervention. C'est des jeunes qui sont typiquement difficiles à rejoindre. Ils ne vont pas nécessairement initier une demande claire puisque des jeunes qui ont un usage à risque ne sont pas à une étape de vie où ils ont expérimenté plusieurs conséquences puis peuvent tirer encore beaucoup de bénéfices de leur consommation de substances. Donc, c'est relativement rare qu'ils vont vraiment communiquer une préoccupation directement liée à leur usage de substances à un intervenant. Puis, malgré qu'on sait qu'il est important d'intervenir précocement, notamment pour prévenir l'aggravation de leur consommation, parce qu'on sait aussi qu'une initiation précoce, par exemple, aux substances, prédit le risque plus élevé de développer des difficultés à l'âge adulte. Donc, il y a toute cette importance de saisir rapidement qui sont ces jeunes qui auraient besoin d'une intervention afin de prévenir l'aggravation et prévenir le développement de problèmes aussi éventuellement. Malgré cette importance-là, on a peu d'interventions qui sont déployées, beaucoup moins de littérature aussi sur ce type d'intervention-là par rapport, par exemple, aux soins spécialisés. Puis, on a aussi des interventions qui sont déployées qui tendent à être axées uniquement sur la consommation, pas nécessairement sur les problèmes ou les risques qui y sont associés. Alors que ce sont des éléments très importants à prendre en compte pour bien répondre aux besoins de ces jeunes-là.
Alors, la question de la santé mentale, c'est une question qui est importante parce que c'est souvent une porte d'entrée par laquelle on a accès à des jeunes qui sont préoccupés, pas nécessairement par les substances, mais parfois par de l'anxiété, parce qu'ils ont des idées suicidaires, etc. C'est souvent une porte d'entrée par laquelle on peut créer un lien avec ces jeunes-là, d'où notamment l'intérêt de s'y intéresser sous l'angle d'intervention précoce, santé mentale et dépendance. Quelques mots aussi sur la question du groupe de jeunes, hein, jeunes adolescents, jeunes adultes. Pourquoi centrer? Je ne sais pas si avec mon image, peut-être que vous ne voyez pas, là, la bande vert pâle, ce sont les 15-24 ans dans l'enquête, la dernière enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. C'est simplement pour montrer qu'on est plus dans le pathologique, alors que l'intervention précoce se situe dans ce qui est à risque. Mais on voit que chez les 15-24 ans, c'est vraiment une période charnière du développement, où on observe une dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, puis même aussi au niveau des diagnostics sur les troubles mentaux, notamment troubles d'humeur ou troubles anxieux. C'est vraiment un groupe qui est dit plus en situation de vulnérabilité. C'est une période qui est liée à l'exploration, à la curiosité, beaucoup d'adaptation, un grand nombre de changements sociaux, hormonaux. C'est probablement la période de vie où on vit le plus grand nombre de changements. C'est aussi une période de vie où on développe notre identité, où on a besoin de prendre des risques. Notre cerveau qui se développe jusqu'à 25 ans en termes d'anticipation des conséquences de nos comportements. Donc, c'est clairement un groupe pour qui il faut porter une attention, puisqu'on sait que lorsqu'il y a des difficultés qui émergent précocement, c'est un risque que ce soit des problèmes qui persistent à l'âge adulte. Et en même temps, on sait qu'un grand nombre de jeunes vont revenir dans des trajectoires beaucoup plus, qu'on pourrait qualifier saines ou dans un certain mieux-être. On sait qu'il y a une période de vie qui est assez en turbulence. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité lorsqu'on est en contact et qu'on peut créer un lien de confiance avec les jeunes pour intervenir autour de leur mieux-être, autour de leur prise de risque. Les questions des interrelations entre santé mentale et consommation, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte lorsqu'on intervient. Il y a un guide, Topker 2004, c'est en fait un guide du CAMH, Center of Addiction and Mental Health, qui avait dès 2004 essayé d'identifier des thèmes lorsqu'on déploie un entretien motivationnel auprès de jeunes qui ont une consommation à risque, qu'on devrait explorer dans un entretien. Puis ça permet aussi de résumer en 5 types de liens les types d'interrelations. Donc, c'est pas parce qu'on a santé mentale, substance, qu'on a une seule façon de concevoir les choses. Ça peut vraiment prendre de multiples facettes, multiples visages dans la vie des jeunes. Donc, si on résumait rapidement, avant d'aller sur les interventions plus spécifiques qui ciblent ces éléments-là, on dit que l'usage d'alcool des autres drogues peut créer un problème de santé mentale. Qu'est-ce qu'on entend par là, par exemple? C'est, par exemple, l'alcool qui est un dépresseur. On peut voir parfois que une consommation peut même en arriver à susciter donc un trouble qui serait secondaire, un problème de santé mentale qui serait précédent. Dans ce cas-ci, c'est plutôt, c'est-à-dire que qui suivrait la consommation d'alcool. Bon, désolé. Donc, on peut avoir le trouble qui est causé par l'alcool. Ensuite, ça peut être un déclencheur. Donc, habituellement, lorsqu'il y a une prédisposition, par exemple, à un trouble bipolaire, c'est un des exemples, on peut voir que la consommation de PCB pourrait déclencher, par exemple, un épisode de manie, mais seulement chez des personnes qui auraient une prédisposition, par exemple, génétique, quelqu'un qui aurait, par exemple, une mère qui est bipolaire. Donc, il y a différents exemples comme ça où on parle plus de déclencheur chez des jeunes qui sont à risque par rapport à leur histoire familiale. Il y a la question d'exacerber aussi, par exemple, la question du risque suicidaire, un jeune qui est dépressif, qui a des idéations suicidaires, c'est certain qu'il y a une évaluation du risque à faire puisque la prise de consommation, notamment l'alcool, de manière importante, peut exacerber des affects dépressifs puis contribuer à un passage à l'acte. Donc ça, c'est des zones importantes à explorer en intervention, puis des liens importants à explorer aussi. La question d'imiter, masquer, donc par exemple, on peut se questionner lorsque certaines psychoses ou un délire paranoïde, dans quelle mesure c'est un problème de santé mentale ou c'est lié à une consommation, par exemple, d'amphétamine. Et toute la question de masquer qui peut être liée à l'automédication, mais c'est plus pointu, par exemple, des stimulants qui peuvent masquer un trouble de déficit de l'attention, par exemple, ou des jeunes on pourrait voir apparaître certains diagnostics une fois qu'il y a un arrêt de consommation, qui va être plus facile à diagnostiquer en temps d'arrêt de consommation, par exemple. Et ça, c'est les 5 types de relations qui sont dégagés dans ce document-là du CAMH, auquel on pourrait ajouter aussi la question des facteurs de risque communs. Souvent, les jeunes se retrouvent avec
une complexité de besoins. Ils consomment des substances, ils ont des problèmes de santé mentale, incluant souvent des troubles de comportement. C'est souvent eux qu'on identifie de façon plus claire parce qu'ils dérangent beaucoup, notamment en classe. Ils vont commettre des méfaits, donc on va souvent mettre la lunette particulièrement chez ceux qui ont des troubles de comportement, ou encore il va y avoir une détresse importante. Souvent, dans le contexte social entourant ce jeune-là, il va y avoir des facteurs de risque communs, des difficultés en termes familiales, par exemple. Il va y avoir des facteurs de risque génétiques aussi communs à ces deux types de problèmes. Donc, c'est certain que l'environnement du jeune est important à prendre en compte lorsqu'on veut comprendre les liens entre la question de la consommation et les problèmes de santé mentale. Et puis, peut-être pour finir, la question de l'automédication, qui est souvent, en fait, l'hypothèse qu'on a en tête lorsqu'on pense aux liens entre substances et santé mentale. Puis on peut le voir, par exemple, fréquemment chez les jeunes qui consomment du cannabis, souvent pour s'endormir parce qu'ils vivent beaucoup d'anxiété. Ce serait un exemple, ou encore comme une stratégie pour réussir, un jeune qui a beaucoup d'anxiété sociale à faire partie du groupe serait un autre exemple d'une forme d'automédication. Donc, c'est simplement pour placer en contexte que lorsqu'on intervient auprès d'un jeune à risque, souvent en toile de fond, il y a toute cette complexité en termes de besoins, puis de pouvoir explorer avec le jeune le sens de la consommation dans sa vie, en lien avec un ensemble de dimensions, dont la santé mentale, c'est quelque chose qui peut être très important pour bien comprendre ses besoins. Ensuite, un autre élément de contexte à placer, c'est la question du concept d'intervention précoce. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intervention précoce en dépendance? Ici, on s'est centré dans ce projet-là, puis c'est le terme on va parler d'early intervention en anglais, par exemple. Ça inclut la prévention sélective indiquée, puis aussi ce qu'on appelle SBIRT, donc Screening, Brief Intervention, Referral to Treatment, ou la question du repérage, d'intervention brève et du référencement vers des services selon les besoins. Donc, ça, c'est l'ensemble des types d'interventions. Quand on parle de prévention sélective, c'est vraiment des jeunes qui sont à risque, qui pourraient même ne pas du tout avoir commencé à consommer. Mais quelqu'un, par exemple, qui a un trouble de l'humeur, donc qui a une dépression majeure, par exemple, même s'il ne s'est pas initié, par exemple, encore aux substances, il peut être ciblé par rapport à une intervention, étant donné qu'il y a un risque plus élevé de s'initier, mais de développer des difficultés aussi en lien avec les substances. Tandis qu'une prévention indiquée, c'est vraiment chez des jeunes consommateurs, mais qui n'ont pas déjà une consommation problématique, mais qui commencent à expérimenter certaines conséquences qui se trouvent être à risque par rapport à leur usage de substances. Donc, s'ils continuent de consommer de la même manière ou s'ils se mettent à consommer un peu davantage, ils pourraient vraiment avoir une aggravation des conséquences puis aller du côté de la consommation problématique. Donc, c'est vraiment ces jeunes-là pour lesquels on pense qu'il doit y avoir une intervention qui est ciblée, soit sélective indiquée. Et le modèle que je vous montre, c'est un modèle qui est tiré de Stokings. En fait, c'est un modèle qui est populationnel, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler dans le vert un petit peu plus foncé que l'intervention précoce, ça s'inscrit au même niveau que la réduction des méfaits. Quand on regarde les jeunes à risque, ils prennent des voitures en ayant consommé de l'alcool, ils prennent des risques sur le plan sexuel, ils ont des problèmes associés de santé mentale. Donc, lorsqu'on travaille la question de l'intervention précoce, on prend aussi en compte les méfaits qui sont associés à la consommation. Puis ce niveau d'intervention-là, ça s'inscrit vraiment plus largement en partenariat avec plusieurs personnes qui interviennent dans le système et qui offrent différents niveaux d'intervention. Par exemple, la prévention universelle, un jeune qui est en milieu scolaire pour lequel il y a des programmes de prévention universelle pour l'ensemble des jeunes d'une école, va nécessairement, si leur approche est efficace, peut-être cibler des jeunes qui, eux, ont un usage à risque. Et puis, dans un continuum d'offres de services, par exemple en milieu scolaire, c'est de réfléchir à l'intervention précoce qu'on pourrait offrir chez des jeunes qui ont été identifiés, parfois dans le cadre de programmes de prévention universelle, notamment. Et de la même façon, lorsqu'on intervient auprès d'un jeune à risque, parce qu'il a été pris avec du cannabis dans son casier, par exemple, parce qu'il y a des interventions disciplinaires, bien souvent. Mais pour certains, ce sera une intervention précoce dont il aura besoin. Puis pour d'autres, dans l'orientation vers des services appropriés, mais on pourrait identifier des jeunes qui ont une consommation plus problématique. Donc, toute la question d'orienter vers le traitement. Ce qui fait que ces frontières-là, ce n'est pas des frontières qui sont imperméables, mais c'est bien, un jeune souvent va se promener à travers ces frontières-là. Donc, c'est important aussi, ça amène tout l'aspect que c'est du travail qui est fait en collaboration avec plusieurs personnes dans notre système qui touchent l'école, les milieux communautaires, les milieux de soins de santé notamment. Alors, c'est le concept important à avoir en tête quand on regarde ensuite les pratiques d'intervention plus spécifiquement.
Alors, ce qu'on a fait dans le cadre du projet IP Jeunes, on est à développer un guide de meilleures pratiques pour l'année prochaine. Donc, on a une étape de revue systématique de la littérature pour voir dans les essais contrôlés randomisés, donc avec des jeunes qui sont attribués au hasard dans 2 types d'interventions, type d'études qui nous permet de tirer des conclusions par rapport à la causalité, à l'efficacité des programmes. On a été vraiment faire un tour très large pour les 12-25 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment les programmes qui ciblent la question des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale et la question d'intervention précoce. Et dans le cadre de ce projet-là, on est actuellement en train de prendre le pouls. On prend l'opinion, si on veut, des intervenants sur le terrain actuellement. On a fait un mapping des interventions qui sont déployées à la fin pour développer des recommandations avec les milieux qui vont être applicables aux milieux québécois, mais qui vont être basés aussi sur les constats de cette littérature. Voilà l'équipe de chercheurs. Vous pourrez avoir accès à la présentation aussi. Alors, les résultats, je l'ai un petit peu mentionné, donc je vais passer rapidement, mais c'est ce que je disais un peu, ce que je résumais tantôt. Peut-être mentionner, donc, qu'on a vraiment fait une sélection très large dans l'ensemble de bases de données. Vous avez un petit peu le travail qui a été fait de sélection documentaire par 2 personnes, puis on a fini par identifier 25 essais randomisés qui portent vraiment chez les jeunes, 12 à 25 ans, et qui prennent en compte à la fois les substances et la santé mentale. Donc, on s'entend que sur l'ensemble de la recherche documentaire qu'on a fait, c'est une minorité des études qui vont prendre en compte cette double problématique-là, ce qui est aussi le cas, ceci dit, dans les soins spécialisés. Donc, même si c'est un besoin et une priorité souvent qui est formulée, manifestée par nos partenaires terrain, c'est plus compliqué à faire en termes d'études. Bien souvent, les interventions ciblent uniquement les substances. C'est peut-être un premier constat, mais il y a quand même des éléments intéressants qui ressortent de ces 25 études-là, puis c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour dresser très rapidement un portrait global de ce qu'on retrouve, le plus souvent, quand on le fait, on s'intéresse à l'alcool seulement. Donc, sur les 25, il y a quand même 16 études qui sont centrées sur l'alcool sans prendre en compte la consommation d'autres substances. Ensuite, la deuxième substance la plus étudiée, c'est le cannabis. Donc, il y a 6 études qui en ont pris en compte. En fait, 9 études, donc 3 que c'est le cannabis seulement, puis parfois en combinaison avec l'alcool ou encore avec d'autres substances. Quand on sort d'alcool, cannabis, c'est beaucoup plus rare que c'est pris en compte les autres types de consommation. Donc, tout ce qui est réduction des risques aussi, la question de la prise de produits, par exemple des amphétamines, des speed et tout ça, tous ces éléments-là, c'est rarement abordé sous l'angle de l'intervention précoce. Alors, c'est quand même un enjeu aussi important. L'autre élément peut-être à soulever, c'est que dans les 25, on a une quinzaine qui c'est vraiment de la prévention sélective. Je ne m'y attarderai pas en détail aujourd'hui pour une question de temps. C'est beaucoup des travaux, par exemple, pour ceux qui connaissent Preventure, il y a beaucoup d'études de Patricia Conrad, notamment, et de son équipe, qui sont des projets qui visent vraiment des jeunes à risque par rapport à leur trait de personnalité. Donc, des traits liés à la dépression, l'anxiété, la recherche de sensations fortes ou l'impulsivité. Donc, on va travailler en milieu scolaire, comme vous voyez, avec beaucoup des grands échantillons et on va intervenir de façon ciblée chez des jeunes qui ne sont pas nécessairement des consommateurs, certains oui, certains non, mais qui sont à risque de développer des difficultés au fil du temps, étant donné leur profil de personnalité. Il y a vraiment des résultats intéressants de ces programmes-là. Puis vous allez voir que dans la prévention indiquée chez les jeunes à risque, plusieurs des programmes reprennent ces éléments de personnalité qui sont soulevés dans les préventions sélectives, mais à des fins d'intervention chez des jeunes consommateurs de substances. C'est intéressant aussi de voir peut-être que dans la prévention sélective, on a rejoint 57,5% d'adolescentes dans les échantillons quand on combine tout ça ensemble. C'est vraiment des interventions beaucoup plus larges qui ciblent, qui vont détecter, par exemple, tous les jeunes d'un milieu scolaire, par exemple. Tandis que lorsqu'on a besoin de cibler un jeune à risque par différentes stratégies pour les rejoindre, donc dans la prévention indiquée, on se retrouve plutôt avec 36% d'adolescentes, ce qui ressemble plus à ce qu'on voit aussi dans le suivi spécialisé. Donc, alors que nos adolescentes feu jaune au Québec et nos adolescents garçons feu jaune au Québec, c'est à peu près équivalent. Il n'y a pas vraiment de grande différence garçon-fille. Par contre, notre capacité à les rejoindre dans les services, à partir du moment où on commence à avoir minimalement la question du risque ou encore un usage problématique, on a plus de difficultés à rejoindre ces jeunes filles-là. Une des hypothèses, c'est que notamment, souvent, elles vont manifester leur détresse par des symptômes plus intériorisés, déprimés, moins en troubles de comportement manifestes, et souvent vont peut-être plus passer sous le tapis.
L'autre hypothèse, c'est l'élément de stigmatisation. C'est parfois où est-ce que ça peut être plus mal vu une jeune fille qui consomme, qui, par exemple, est en intoxication, qu'un garçon, en termes des représentations sociales que ça peut représenter. Donc ça, c'est un autre angle qu'on poussera davantage dans le cadre de ce projet-là. Mais je n'ai pas beaucoup de temps de vous en parler, mais juste pour vous le soulever, que ça se traduit aussi dans ces résultats-là. Ensuite, on a donc 10 études. Vous voyez 5 types d'interventions. Donc là, on est vraiment dans la prévention éduquée, nos jeunes à risque. On a des interventions essentiellement motivationnelles, soit l'entretien motivationnel ou des interventions brèves motivationnelles avec rétroaction. Il y a des interventions aussi qui sont essentiellement basées sur de la rétroaction normative personnalisée. Par exemple, donner un résultat de PADO serait un exemple, ou par rapport à des normes populationnelles où je me situe par rapport à ma consommation. Des interventions cognitives comportementales qui développent des habiletés. Puis une seule, la 5e catégorie, intervention familiale, donc beaucoup plus rarement déployée dans le réseau et beaucoup plus rarement évaluée, malgré qu'il y a un certain consensus sur la pertinence d'intégrer la famille dans l'intervention précoce. Alors, allons-y avec la question d'intervention brève motivationnelle. Je vais m'attarder sur l'un des 4 modèles présentés. On voit ici, juste pour voir qu'il y a beaucoup d'éléments en commun quand on parle des interventions brèves motivationnelles qui généralement donnent certains résultats prometteurs. On a des interventions qui vont cibler un élément de la détresse et un élément des substances. Donc, on voit Black, c'est l'anxiété sociale et l'alcool qui a été ciblé. Dans le cas de Quick Fix, Hyde, c'est la détresse psychologique, l'alcool et le cannabis. Et dans le cas de Monahan, le dernier, c'est le stress post-traumatique et la consommation élevée d'alcool. Pour Merrill, c'est beaucoup plus qu'ils ont pris en compte comment les gens qui sont déprimés vont répondre à une intervention sans nécessairement la cibler dans l'intervention en tant que telle. Donc, les éléments, les composantes communes, c'est vraiment une approche motivationnelle. La psychoéducation sur les effets de l'alcool en interrelation avec la question de la santé mentale et des stratégies cognitives comportementales pour développer certaines habiletés ciblées, souvent en fonction de la difficulté de santé mentale qui a été identifiée. Pour illustrer ça, on va regarder un petit peu l'intervention de Quick Fix qui est intéressante sur le plan de l'intégration de certains éléments, je dirais, de bonnes pratiques qu'on a établis par des consensus d'experts, notamment dans le soin spécialisé, mais qui est repris dans le continuum à un niveau d'intervention précoce. Donc, c'est pour des jeunes qui ont été ciblés pour un niveau de détresse élevé, détresse psychologique élevée, en contexte de soins primaires. Donc, première ligne, des jeunes qui vont, par exemple, à leur CLSC, voir un intervenant dans un contexte CLSC, groupe de médecine familiale, par exemple. C'est une approche aussi qu'on appelle step care, donc par étapes. On commence d'abord par 2 à 3 sessions, une intervention qui est brève en soi, qui est associée à certains résultats thérapeutiques, mais on a une possibilité d'allonger sur 12 rencontres. Donc, encore là, il va par étapes, selon la motivation du jeune qui, au départ, n'a pas demandé de l'aide pour la question des substances, on se rappelle. L'autre élément de meilleure pratique, c'est qu'on cible de façon simultanée la consommation de substances et le problème de santé mentale, en partant de la préoccupation du jeune. Donc, le jeune, en contexte de soins primaires, ça va être les conflits familiaux, rupture amoureuse, conflits, là j'ai répété conflits familiaux, mais souvent avec l'école. Ce qu'on veut, c'est faciliter l'engagement, puis comprendre, explorer le rôle de la consommation dans sa vie, mais en lien avec la préoccupation de départ qui cause souvent beaucoup de détresse, justement. Alors, on va, dans les 4 phases d'intervention, engager, évaluer, donner une rétroaction, faire une certaine psychoéducation dans le premier bloc. Puis, on va chercher à augmenter la motivation vers le changement pour voir à préciser ses buts. Puis, selon les moyens pour atteindre ces buts, va avoir cette possibilité-là de développer certaines habiletés spécifiques avec les 12 autres sessions en cognitive comportementale. Des exemples de liens qui vont être faits, c'est qu'on va donner une rétroaction, par exemple, sur le K10, qui est une échelle de détresse psychologique. On peut donner un feedback spécifique sur un niveau élevé, par exemple, d'anxiété, de dépression, comme un levier ensuite avec le jeune pour explorer quel est le rôle de la consommation d'alcool et de cannabis dans son vécu entourant l'anxiété et la dépression. On évalue aussi les profils de personnalité qu'on utilisait dans les programmes d'intervention sélective dont j'ai parlé tantôt. Donc, quels sont leurs profils de personnalité en lien avec les risques? Alors, si, par exemple, on a une recherche de sensations fortes, on pourrait à ce moment-là, dans les habiletés à cibler, aller plus sur des activités alternatives, par exemple, à la sensation forte.
Alors, ici, on voit d'autres exemples. C'est plus le profil à risque en lien avec la dépression. On va regarder les habiletés pour développer des sentiments positifs, pour gérer les affects de dépression. Si c'est l'anxiété, on peut y aller avec des techniques de respiration, des cognitions pour s'apaiser dans un moment de stress. On a aussi l'impulsivité où on peut regarder des stratégies comme le stop, penser, agir et aussi pour gérer des envies de consommer. Donc, vous voyez qu'on essaie d'être ciblé en fonction de la rétroaction qu'on va donner sur des éléments qui sont plus liés à des dimensions psychologiques. Alors, des résultats sont intéressants. On a une efficacité d'intervention sur la consommation d'alcool et sur la détresse psychologique. Malgré qu'ils prennent en compte le cannabis, on n'a pas d'effet. En même temps, on voit aussi que lorsqu'on parle d'intervention précoce, je fais l'intervention à la maison, mon fils a fait irruption, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, donc, il n'y a aucun effet sur le cannabis, mais quand on parle d'un jeune qui est à risque par rapport au cannabis, ça va être un élément qu'on va mettre en lumière. Il y a vraiment une vision qui peut être très variable parce que dans cette étude-là, le risque c'était représenté par le fait d'avoir consommé une seule fois du cannabis en étant adolescent. Donc, ce n'était pas un outil validé avec un seuil de sévérité. Donc, ce n'est pas étonnant nécessairement qu'on n'arrive pas à détecter d'effet, mais il faudra aller plus loin dans ce type d'intervention-là, peut-être chez les jeunes qui ont un risque plus élevé par rapport au cannabis que simplement le fait d'en avoir consommé une fois. Pas vraiment que les critères, alors que pour l'alcool, c'était beaucoup plus sévère. Je pense que c'était 20 fois par semaine qui fait que les jeunes devaient consommer de l'alcool. Donc, on voit vraiment le 2 poids, 2 mesures, puis la représentation du cannabis qui peut varier selon les contextes culturels sur l'étude américaine. L'entretien motivationnel, rapidement, je vois le temps qui file, mais c'est pour vous brosser, je voulais aller plus en détail sur un modèle, mais on voit ici l'entretien motivationnel, un peu classique que plusieurs connaissent, là, où on va cibler un peu la motivation à changer personnelle, les motifs personnels pour changer, les valeurs, par exemple, le sens, l'importance et la capacité de changer. On a ciblé psychose et cannabis, puis aussi alcool, cannabis et dépression. C'est des interventions qui peuvent être variables en termes de durée, comme vous pouvez le voir, avec certaines efficacités de l'intervention, mais à plus court terme, moins à long terme, ce qu'on trouve en général pour l'entretien motivationnel chez les jeunes, même comme consommation problématique. Donc, une intervention motivationnelle brève ne semble pas suffisante pour avoir des gains à long terme. Et puis, pour l'étude de Stein, on a aussi une efficacité sur la consommation d'alcool, mais pas nécessairement sur la question des symptômes dépressifs. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Puis, l'autre élément peut-être à soulever, c'est qu'on doit comprendre un petit peu plus les besoins des jeunes qui sont dépressifs parce que, selon les études, puis je n'irai pas en détail dans chacune, mais parfois, l'intervention est efficace juste avec les gens qui ont des symptômes de dépression légers. Puis, parfois, c'est l'inverse, juste chez ceux qui ont de la dépression plus importante. Donc, comment s'adapter puis répondre aux besoins des jeunes qui vivent des affects dépressifs? Il y a vraiment des choses à réfléchir parce que c'est souvent une modération de l'effet, mais avec des résultats contradictoires. Donc, il faut vraiment creuser comment bien répondre aux jeunes qui sont dépressifs. L'autre élément qui est intéressant, un autre type d'intervention motivationnelle avec rétroaction, c'est cibler sur les motifs liés à la consommation. Donc, on sait que si on consomme parce qu'on se sent anxieux, parce qu'on se sent déprimé, c'est un motif en soi au niveau populationnel qui est un facteur de risque pour développer éventuellement des problèmes. Alors, on s'est ciblé dans un échantillon de jeunes universitaires avec une intervention beaucoup plus légère, une rencontre individuelle 15 à 25 minutes en contexte universitaire et on a ciblé vraiment la consommation d'alcool, les motivations à consommer, puis on a discuté des stratégies d'adaptation alternatives à la consommation pour coper, pour s'adapter à des affects d'anxiété et de dépression, avec des résultats intéressants, des changements significatifs, même si faibles, mais sur des taux d'anxiété, puis des taux même, et puis même des effets modérés pour les symptômes de dépression, et une réduction des motifs de consommation de substances liées à la gestion de l'anxiété et affects dépressifs pour une intervention assez légère des jeunes en milieu universitaire. Ça peut être porteur. C'est des interventions qui étaient en présence, mais il y a eu les interventions en ligne qu'on a identifiées, mais moins sur la question de la santé mentale. C'est des niveaux d'intensité d'intervention qu'on peut penser avec des modalités peut-être même plus à distance. Intervention cognitive comportementale intégrée, ben là, on a un exemple de vraiment un traitement beaucoup plus intensif chez des gens celui-là, attendez, oui, c'est ça, donc des gens qui sont psychotiques, des jeunes adultes psychotiques. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché vraiment à mettre en action tous les éléments d'intégration entre troubles psychotiques et substances.
En même temps, on a comparé ça à une approche psychoéducative en milieu hospitalier et psychiatrique. On est arrivé avec des réductions de consommation de cannabis dans les deux groupes, mais probablement avec deux interventions bien structurées, manualisées, puis des résultats qui étaient similaires, ce qu'on trouve aussi souvent dans le domaine du traitement. Et peut-être un mot encore, il me reste 2-3 minutes, sur l'intervention familiale. C'est la seule qu'on identifie pour ce qui est de la question de la santé mentale. De façon générale, dans l'ensemble de la littérature, on en a identifié environ une dizaine là, sur lesquelles on se penche de façon spécifique, mais c'est beaucoup plus rare qu'on implique la famille, comme je le mentionnais en début. Cette intervention-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cible les jeunes qui consomment alcool, cannabis, autres drogues et qui ont de la schizophrénie. Et on s'intéresse à leur qualité de vie. Puis pour les parents aussi, on cible la question de leur stress, détresse, le fardeau psychologique. Pour ceux peut-être qui connaissent le CRAFT, Community Reinforcement Family Approach Training, c'est un peu cette idée de soutenir l'entourage, leur bien-être, mais aussi de soutenir l'entourage à aider le jeune dont ils se préoccupent, mais en ciblant des jeunes à risque sur le plan de leur substance plutôt que des jeunes qui ont une consommation déjà problématique. Donc, on a formé l'entourage aux techniques d'entretien motivationnel, renforcer aussi leurs compétences, notamment de communication, de balises, de messages clairs à donner à leurs jeunes. Et on les a entraînés à identifier le discours changement chez leurs jeunes, de sorte qu'ils puissent valoriser les éléments de changement là, que les jeunes pouvaient verbaliser quand ils sont préoccupés par rapport à leur substance ou qui parlent de valeur ou d'envie de changer ou de diminuer leur consommation. Comment y réagir, le valoriser, ce discours-là. Alors, c'est quelque chose qui est quand même plus structuré et assez intense. On parle de 12 rencontres de groupe sur 6 mois, mais c'est quand même dans un contexte de service psychiatrique où on a là un peu plus l'habitude d'intégrer la famille, puis on l'a intégré pour vraiment cibler les jeunes qui ont une consommation à risque. C'est vraiment intéressant parce que les résultats font qu'on a une réduction de la consommation de cannabis chez le jeune patient, davantage que dans le groupe de comparaison. Une réduction aussi du craving de cannabis chez le jeune, puis pas de différence non plus par rapport à la réduction de la détresse. Autrement dit, les parents, par les approches habituelles, par les approches habituelles, ainsi que dans les... mon téléphone ne veut plus que je parle. Ça fait 30 minutes. Mais j'ai le droit à 5 minutes de plus, apparemment. Alors, donc, il n'y a pas de différence sur la réduction de détresse chez les parents. Autrement dit, les parents, en plus, se sentent mieux dans les approches habituelles, mais en plus, on a un effet sur le jeune qu'on n'a pas par les approches habituelles lorsqu'on intervient avec les parents, mais sans cibler vraiment leur action pour changer leur style de communication avec leurs jeunes. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez prometteur et intéressant, puis ça va dans le sens aussi de certains projets qui portent chez des gens qui sont des parents d'adultes qui ont des consommations plus problématiques, mais cette idée à intégrer qu'on peut le faire même en termes d'intervention précoce chez les gens qui ont un usage à risque, c'est intéressant. Alors, pour conclure, la substance et la santé mentale, c'est rarement pris en compte ensemble dans le développement et l'évaluation d'intervention précoce chez les jeunes, alors que pourtant, c'est une préoccupation importante, puis c'est souvent l'un des leviers importants qu'on a pour avoir une accroche avec un jeune qui se sent en détresse, qui est préoccupé, qui va peut-être aller dans les soins primaires ou aller rencontrer son intervenant à l'école. Lorsqu'on intervient de manière intégrée en ciblant les enjeux de santé mentale puis ses interrelations avec la consommation, ça semble prometteur. Vous voyez qu'il y a un ensemble d'interventions que lorsqu'on fait ça, on arrive avec des résultats intéressants. On n'est pas à l'étape de données probantes puisqu'il manque encore d'études, puis c'est souvent des modèles différents qui sont évalués d'une étude à l'autre. Mais c'est certain que lorsqu'on tient compte de l'anxiété, de la dépression, de la détresse psychologique, des traits de personnalité aussi, les enjeux entourant la psychose, c'est toutes des pistes d'action disponibles pour lesquelles on pourrait vraiment réfléchir pour orienter notre intervention de façon plus ciblée avec notre clientèle. L'implication de la famille, c'est recommandé de façon générale, mais souvent, ça peut être complexe, difficile de le faire, mais certainement, il semble y avoir une plus-value importante lorsqu'on mise sur la famille, en plus de répondre à des besoins importants, parce que les familles, quand on les interpelle, on le fera dans le cadre d'IP Jeunes, ils manifestent beaucoup de préoccupations et de besoins de soutien. Et par ailleurs, ça peut être des alliés très importants pour favoriser un changement chez les jeunes. Il ne faut pas se rappeler que nous, on va disparaître de la vie des jeunes, puis eux vont continuer d'être dans la vie des jeunes pour encore quelques années.
Donc, je pense que je pourrais m'arrêter là-dessus. Peut-être mentionner la dernière diapo, c'est la nécessité de documenter les expertises locales au Québec et ailleurs. Vous vous rappelez qu'on est en train actuellement d'identifier les approches qui sont déployées. On identifie aussi les expertises qui sont présentes chez les gens de terrain afin de dégager à partir de cette littérature-là et de vos expertises certaines recommandations qu'on va développer dans un guide de bonne pratique au cours de la prochaine année. Alors, merci beaucoup de votre attention, puis je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressant. Donc, comme je le disais au début de la présentation, en bas complètement là, de votre fenêtre Zoom, vous avez deux icônes. Le premier, c'est le chat. Donc, on vous invite à poser vos questions via ça ou alors à lever la main. Puis à ce moment-là, je vous accorde le droit de parole. Donc, vous pouvez activer votre micro et votre caméra puis intervenir de vive voix à ce moment-là. Puis, j'en profite aussi pour vous dire, dans le chat, je vais mettre un court lien vers un petit sondage pour ceux qui n'ont pas encore donné leur feedback par rapport au CRI pandémie. Donc, c'est toujours apprécié d'avoir votre rétroaction. Puis aussi, ça vous permet de donner des commentaires directement à notre conférencière d'aujourd'hui. Peut-être pendant que les gens réfléchissent à poser une question. Oui. Ah, ça s'en vient, oui. Ben, non, je veux pas. Oui, bon, mais c'est bien. Peut-être aussi mentionner un élément que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais pour lequel il va y avoir un sondage en ligne. On se propose de transformer notre groupe de conférences de consensus pour différentes raisons, dont le fait qu'en contexte actuel, c'est difficile de rassembler les gens physiquement, mais aussi par souci d'économie, on va aller vers des stratégies Delphi en ligne pour aller avoir une priorisation des recommandations dans le développement de ce guide-là. Donc ça, c'est un élément qui s'en vient en début d'automne pour vraiment prendre le pouls. Donc, ça se peut que vous soyez interpellés dans ce sens-là. Et puis aussi, on a un volet où est-ce qu'on va aller documenter un peu la perspective sur le contexte de crise sanitaire actuelle, c'est-à-dire la transformation notamment de nos interventions plus à distance, comment ça a un impact aussi, cette situation-là, sur les jeunes, sur la nature de l'intervention, sur notre capacité à les rejoindre. Donc, on a quelques interventions, quelques questions plus spécifiques, puis on va prendre en compte ces enjeux-là aussi dans notre réflexion. Il y a peu d'interventions en ligne dans ce que je vous ai présenté, mais lorsqu'on regarde les interventions chez les jeunes filles, notamment, beaucoup d'interventions sont en ligne et ça, c'est vu comme une stratégie pour aller davantage rejoindre les jeunes filles qui sont moins visibles aussi souvent et qui hésitent plus à aller dans les services pour une question de substance. Peut-être mentionner que c'est des enjeux qu'on approfondit aussi. Je pense que peut-être dans le clavardage, certaines questions. Oui, c'est ça. Il y a une personne qui nous demande la documentation là, dont tu viens de parler à l'instant. Est-ce que ça va être envoyé via le courriel? Il y a un site web, une plateforme avec le projet IPJeune qui est disponible à un endroit. Fait que peut-être un petit peu donner des précisions là-dessus. Oui, tout à fait. Peut-être je pourrais le faire ajouter d'ailleurs dans le PowerPoint. On est sur le point de sortir un site web. En fait, il est déjà déployé, puis il n'y a pas encore énormément d'informations, mais on a un site web du projet IPJeune. Donc, je vais l'ajouter, je pense, sur le PowerPoint avant qu'on le mette en ligne, où on aura, au fur et à mesure, l'ensemble des outils qui vont se développer vont être sur ce site web-là. Et puis, on va aussi avoir un lancement, mais qui va être plus au printemps prochain. On évalue que ça va être au printemps prochain, étant donné la situation actuelle, qu'on pourra faire vraiment un lancement pour présenter le guide en présence. C'est un guide qui va être en format virtuel, en fait, là, qui va vraiment être accessible à tous via à la fois le site web du projet, puis éventuellement le site web de l'Institut universitaire sur les dépendances aussi, où on pourra le déposer. Donc, ça va être certainement largement accessible, là. Puis, au fur et à mesure qu'on va avoir des bouts comme ça qui sont complets, on va s'assurer de les rendre disponibles sur le site web de IPJeune. Fait que ça, on pourra transmettre cette information-là sur la diapo. OK, parfait. Puis, quand vous dites que ça va être déployé sous peu, est-ce qu'on pense à l'automne? Oui, non, plutôt, en fait, on est actuellement, à l'automne, c'est avec la démarche Delphi, donc c'est-à-dire le travail avec certaines personnes clés qui ont été ciblées pour prioriser les recommandations, donc des personnes des milieux de pratique. Et on passe plutôt à finalement un guide qui va être prêt pour le 31 mars, puis un lancement du guide, un événement au printemps prochain. OK, parfait.
Ça marche. On a aussi un commentaire de Christelle André qui nous remercie en fait pour la visioconférence qu'elle a trouvée très pertinente. Puis ça lui a permis d'avoir accès là, en région un petit peu plus éloignée. Donc, c'est très apprécié. Merci. Puis on a une question d'Isabelle Saint-Pierre. Elle nous demande, chez les jeunes, voyez-vous fréquemment des problématiques concomitantes de troubles de comportement alimentaire avec un trouble d'usage de substances? Puis si oui, est-ce que vous avez une petite idée de la prévalence pour la concomitance trouble alimentaire puis tout ça? Oui, j'ai pas malheureusement en tête la prévalence spécifique pour ce diagnostic-là, mais de façon générale, pour l'ensemble des jeunes qui ont un diagnostic de trouble de santé mentale, on parle vraiment d'une prévalence entre 30 et 50 dans ceux, en tout cas dans les échantillons cliniques qui ont un trouble en santé mentale, ça varie autour de 30-35 à 50 de ces jeunes-là qui ont en concomitance un trouble lié aux substances. Puis là, on est dans les deux cas dans le pathologique. Donc, si on parle d'un usage à risque, et en plus d'un trouble, là, on est vraiment vers essentiellement une majorité des jeunes qui consultent pour un trouble de santé mentale, pour qui ce serait pertinent d'avoir ce type d'intervention-là, tantôt précoce, puis éventuellement pour orienter vers un service spécialisé. Les particularités pour les troubles alimentaires, on va retrouver la question puis on les a dans les données québécoises, c'est les amphétamines, par exemple, qui sont un coupe-faim. Donc, l'anorexie, les personnes qui rapportent des symptômes d'anorexie dans l'enquête québécoise chez les adolescents, essentiellement plus les adolescentes, en fait, même si les troubles alimentaires peuvent toucher les jeunes garçons aussi, mais majoritairement, les jeunes filles vont prendre des amphétamines pour couper leur faim. Donc, ça, on le voit que la proportion des consommatrices d'amphétamines est plus grande chez ceux qui rapportent des symptômes, notamment d'anorexie. Parfait, merci. Il y a Elisa aussi qui vous remercie pour le webinaire puis pour le contenu qui a été abordé. Puis moi, j'aurais peut-être une petite question. Vous avez mentionné à la fin l'importance d'impliquer la famille puis les proches dans les différentes interventions. J'aimerais ça vous entendre davantage là-dessus. Est-ce qu'au niveau des jeunes, c'est une complicité qui est appréciée ou c'est moitié-moitié ou un petit peu plus de détails? Oui. Bien, d'une part, pourquoi impliquer la famille? C'est qu'au-delà des essais randomisés qui vont vraiment évaluer des modèles qui reposent sur les familles, il y a un ensemble de corpus de connaissances qui pointent vers ça. Donc, on a, pour ce qui est des motifs, si on veut, bien, on voit d'une part qu'un milieu familial dans lequel il y a beaucoup de conflits, par exemple, c'est associé à un risque beaucoup plus élevé de consommation, un risque qui est problématique. De la même façon, dans les pratiques parentales, un style beaucoup trop permissif ou trop rigide, sévère, la même chose, c'est des facteurs de risque importants par rapport à la consommation. Sans parler aussi de la consommation dans le milieu familial, toute la transmission intergénérationnelle, la consommation d'alcool et d'autres drogues dans la famille, lorsque c'est fait dans des patterns qui sont, notamment pour l'alcool, de l'intoxication à l'alcool ou la dépendance. Ça aussi, c'est un élément de risque. L'autre élément, on voit aussi dans les suivis spécialisés, mais plus chez les jeunes qui ont de la dépendance, des travaux qu'on a menés notamment, on voit que l'implication des parents est associée à une amélioration de leur pratique parentale puis de la relation, puis que cet élément-là prédit vraiment une amélioration chez le jeune en termes de rétablissement. Donc, on a quand même au niveau, quand on cherche à comprendre les processus de changement, on voit vraiment que ce qui est déterminant, d'ailleurs, dans l'étude qu'on a menée auprès des jeunes qui étaient en Mauricie du Québec, au Centre Le Grand Chemin en soins spécialisés, c'était la question de la chaleur parentale, en fait, et l'ouverture du jeune. Donc, ce n'était pas nécessairement juste la compétence de mettre un cadre clair, mais la capacité d'être en relation de confiance avec un jeune, chaleur parentale, donc l'aspect d'attachement aussi qu'on tend à négliger dans nos interventions. Puis le jeune qui va davantage révéler la vraie information sur ce qui le préoccupe, où il va, qu'est-ce qu'il consomme. C'est ce mix-là qui amène un encadrement efficace et qu'il y a des améliorations. Donc, on comprend que c'est un élément majeur. Maintenant, la question, est-ce que les jeunes veulent ou ne veulent pas? C'est clairement un enjeu tout court d'engager un jeune dans une intervention parce qu'il n'y a pas nécessairement le réflexe où il peut, puis il veut aussi garder tous les avantages de la consommation. Donc, clairement, typiquement, parfois un déni des problèmes ou souvent plus de l'ambivalence.
Il peut y avoir beaucoup de crainte aussi d'avoir des conséquences que le parent soit au courant de sa consommation. Donc, il peut y avoir beaucoup de résistance au départ. Donc, c'est sûr qu'il existe même des modèles d'intervention. C'est l'équipe de Zapopnik qui a travaillé l'engagement de la famille parce que, dans le fond, c'est comment on travaille de façon systémique. C'est plus on le fait très précoce dans le suivi, puis qu'on voit comment la famille peut être un allié. Dans le fond, souvent, c'est que la crainte du jeune, c'est d'avoir des conséquences, mais souvent, il en vit déjà beaucoup de conséquences, étant donné qu'il y a beaucoup de conflits familiaux, qu'il y a beaucoup de panique dans la famille par rapport à sa consommation. Puis le fait déjà de développer une vision commune du problème, puis d'avoir le soutien du parent à la démarche du jeune peut souvent changer beaucoup de choses. Donc, c'est certain que ça ne veut pas dire... Puis il faut respecter la confidentialité du jeune, puis pas non plus le forcer, parce que de fait, un jeune à partir de 14 ans a le droit de consulter sans que ses parents soient mis au courant, puis on ne peut pas créer des barrières à la demande d'aide, mais souvent, il y a des façons de pouvoir intégrer l'aspect familial comme étant, en le présentant aussi comme étant une façon d'alléger bien souvent des tensions très, très importantes et inconfortables pour le jeune au moment où il reçoit l'aide. Parfait, merci. Super intéressant. Je saute à la dernière petite question, puis je reviens à l'avant-dernière parce que c'est en lien. Donc, est-ce que ce serait possible de nous fournir la référence sur l'auteur dont vous venez juste de parler, sur les bienfaits d'impliquer la famille? Oui, tout à fait. Je pourrais l'envoyer. Comment on fonctionne, Émilie? Est-ce que je peux t'envoyer la référence, puis tu peux faire suivre spécifiquement, ou peut-être l'ajouter à la diapo finale qui sera mise sur le web? Je pourrais aussi faire ça. Donc, selon ce qu'Émilie me dira, ce serait possible de l'envoyer. Puis on avait d'ailleurs, j'ai des diapos que je crois bien retrouver sans trop de difficultés parce qu'à l'époque où j'étais, il y a 15 ans déjà, chercheur d'établissement à Mauricie, Centre du Québec, on avait traduit en fait la formation de ce module-là dans l'idée de vouloir donner certaines pistes pour soutenir l'implication et l'engagement des parents, mais là, dans un contexte de soins spécialisés et non pas d'intervention précoce. Mais c'était des stratégies là, dès le premier contact téléphonique, par exemple, et ensuite, comment identifier c'est quoi les barrières, quels sont les obstacles et facilitateurs à cet engagement, les rôles dans la famille. Donc, c'est une approche qui est systémique, mais très ciblée, stratégique et brève, qui peut être en prélude d'une approche. Donc, je vais voir à pouvoir fournir cette information-là avec plaisir. Parfait, merci. C'est super apprécié. En fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on le mette à la fin en littérature suggérée. Comme ça, ceux qui vont le visionner par la suite, ils vont avoir accès aussi à la même information. Fait que je pense que ça va être plus... Donc, le site web IP Jeune, puis la littérature suggérée en lien avec de l'intervention pour favoriser l'engagement des familles dans une intervention. Oui, c'est ça, exactement. Parfait, merci. Et on a aussi à avoir une question, d'Elisa, qui est intervenante en toxicomanie dans une école spécialisée, qui nous demande jusqu'où on peut aller dans l'intervention avant de devoir référer dans une ressource externe. C'est une excellente question. En fait, dans cette idée de step care, premièrement, donc on part avec un faible niveau d'intervention selon ce que le jeune aussi accepte ou est ouvert à recevoir. Puis dans cette approche populationnelle que je vous ai présentée au tout début, où on travaille en collaboration, je n'ai pas parlé du principe de no wrong door, mais c'est relié, cette idée qu'il n'y a pas de mauvaise porte puis qu'on doit travailler en collaboration avec les acteurs. Donc, pourquoi je mets ça comme toile de fond? C'est que dans le fond, l'image qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner le jeune vers le niveau de soins approprié, parce que l'enjeu, c'est que si le jeune a une consommation très sévère, il pourrait avoir besoin d'un soin plus spécialisé et soutenu par rapport à une dépendance. En même temps, le lien de confiance, souvent, peut être avec l'intervenant en milieu scolaire, qui n'est pas nécessairement spécialisé, mais qui a vraiment un lien fort, une alliance, un engagement qui est extrêmement important. Donc, il n'y a pas de réponse coupée au couteau, mais dans le principe de no wrong door, où toute porte est la bonne, c'est ce principe d'accompagnement jusqu'à la prochaine porte. C'est-à-dire qu'il y avait dans un modèle intégré de prévention de la négligence, c'était Carl Lachérité, un programme qui s'appelait Main dans la main, je trouve qu'il s'applique aussi. C'est-à-dire qu'on tient un peu la main d'un jeune avec qui on a une alliance forte, puis on va lâcher sa main une fois qu'on sait qu'on a vraiment accompagné le jeune vers une autre main tendue pour laquelle il y a une alliance qui est possible. C'est sûr que parfois, on peut avoir du mal à faire confiance, même nous-mêmes comme intervenants, à un autre intervenant. Donc, il y a tout ce travail, je dirais, d'alliance entre les intervenants de différents niveaux de service qui est important pour favoriser les corridors de service, des alliances pour transmettre la confiance. Souvent, un autre élément, c'est la chaîne de confiance que je vais nommer qui s'identifie dans nos travaux CALI. Si
si je te fais très confiance et tu fais très confiance à telle autre ressource ou à tel autre intervenant, il y a des bonnes chances que ça va faciliter que je fasse confiance et que finalement, je vais peut-être vers un niveau de soin qui est plus approprié à l'intensité de mes difficultés. Donc, de ne pas du tout référer par peur de perdre le lien ne serait peut-être pas la meilleure pratique. Par contre, de le faire prématurément parce que ce ne serait pas dans notre rôle et mandat, alors qu'on a un bon lien et il y a des progrès du jeune, ce ne serait pas non plus une bonne pratique. Donc, je ne sais pas si ça répond, c'est une réponse en nuance, mais de fait, c'est vraiment tenir en compte les besoins du jeune, l'alliance et la collaboration avec nos partenaires autour de nous. Oui, c'est une évaluation au cas par cas, là. On a une petite précision aussi de la même personne qui demande, là vous avez parlé de la famille, mais à l'inverse, lorsque la famille n'est pas du tout engagée afin d'aider les jeunes pas présentes, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là si la famille est peu présente ou peu ou pas du tout mobilisée? D'une part, il faut savoir qu'avec un jeune, même quand la famille n'est pas impliquée, il y a ici un levier d'intervention pertinent intéressant. Après ça, qu'est-ce qu'on fait si on cherche à remobiliser un système familial? Encore là, ce n'est pas une réponse simple. Dans le modèle dont je parlais tantôt de Zapotnik, il va y avoir une tentative d'avoir déjà un premier contact téléphonique pour créer une alliance et comprendre, parce que souvent, derrière la démobilisation, il peut y avoir un ensemble de choses. Des gens qui peuvent être très en détresse, se sentent impuissants, incompétents comme parents, ont peur d'être jugés, d'être peur que la protection de l'enfance soit dans le dossier. Peut-être qu'ils ont vécu une série de déceptions par rapport à des interventions qu'ils ont pu avoir, peut-être qu'ils sont très isolés, etc. Donc, il y a le principe encore là de no wrong door où chaque porte est la bonne, c'est cette idée qu'on transfère un peu la responsabilité de l'accès au service, plutôt que de dire qu'il faut que la personne soit assez motivée pour parcourir une course à obstacles et avoir le service. On part de l'idée que la responsabilité est sur les acteurs du système de service d'aller vers. Donc, ça peut déjà dire, on va essayer d'initier un premier contact, créer un pont, essayer de comprendre c'est quoi ces obstacles-là. Typiquement, dans des dynamiques, des fois, on peut avoir une mère qui est ça, c'est très, stéréotypé, puis c'est pas toujours le cas, mais on voit quand même cliniquement la mère, par exemple, qui peut être surinvestie, très, très inquiète, se sent abandonnée, puis un père, par exemple, qui pourrait se mettre à l'écart, se sentir incompétent, puis pas savoir comment intégrer, par exemple, une relation ou une intervention. Il y a toutes sortes d'éléments. Parfois, ça pourrait être inversé, là. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais tout ça pour dire qu'il y a ces enjeux-là qui sont importants. Puis des fois, il y a des barrières très, très concrètes qui peuvent être socio-économiques, transport, des gens dans notre offre de service, parfois, ça peut être 1 heure de transport en commun pour se rendre, etc. Donc, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des obstacles très concrets. Parfois, on interprète que c'est de la démobilisation, de la mauvaise motivation, mais il peut y avoir une précarité économique, il peut y avoir des enjeux de transport, etc. Est-ce qu'il y a des souplesses qu'on peut avoir dans notre offre de service, des fois, pour rejoindre quand même puis répondre dans une certaine mesure aux besoins? Est-ce qu'il y a des ressources communautaires, des centres de famille autour qui pourraient faire ce type d'aide-là de façon plus appropriée que nous, qui se retrouvent à une demi-heure d'autobus, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une position de faire un pont puis d'analyser quels sont les enjeux. Est-ce qu'ils sont plus psychologiques? Est-ce que c'est aussi concret en termes de barrières? Puis, quel serait le petit plus qu'on pourrait faire éventuellement pour tenter de répondre aux besoins de ces personnes-là? Parfait, merci. Elisa, vous remercie vraiment pour les réponses. Je pense que c'est très complet. Puis la famille, on a beaucoup de questions là-dessus. Il y a Isabelle Martin qui demande est-ce que vous croyez que le confinement a pu être positif dans l'implication de la famille quand les gens sont plus ensemble actuellement? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a probablement, il y a un petit peu de tout, parce que dans le confinement, ça a pu effectivement, dans le cas de certaines familles, créer des moments de rencontre qui n'étaient pas là habituellement. Donc, clairement, ce qui est au cœur, je dirais, la plus grande protection pour un jeune, que ce soit les substances ou toute autre difficulté, c'est la qualité de la communication avec son parent. Et pour ça, il peut arriver qu'un parent qui est plus en télétravail, qui sauve tout le trafic, qui pour toutes sortes de raisons, doit s'intéresser à l'école de son jeune parce que c'est plus en ligne, puis s'il ne s'y intéresse pas, ça va être difficile que le jeune avance, etc. Il peut y avoir un ensemble de contextes qui fait qu'il y a une rencontre qui se fait, puis il y a comme que les parents ont pu renouer avec leur jeune. De fait, ça pourrait être vraiment intéressant. Le versant plus négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés,
qui ont peut-être des troubles, ils ont perdu leur emploi, peut-être qu'ils ont des patrons plus ou moins compréhensifs, donc avec beaucoup d'exigences en télétravail puis des conditions difficiles pour arriver à répondre aux attentes. Donc, dans une situation, c'est sûr que si la détresse est plus élevée chez les parents, bien là, c'est un facteur de risque, ça peut être difficile. Et c'est pour ça que, quand on me demandait, des fois, les parents peuvent être pas mobilisés, ne pas se sentir capables d'aider leurs jeunes, mais de les aider à avoir accès à des ressources pour diminuer leur détresse psychologique. Ça, c'est une façon d'aider le jeune aussi. Fait que parfois, dans le contexte de confinement actuel, probablement qu'il y a des parents qui n'ont juste pas la disponibilité émotive pour être un soutien pour leurs jeunes. Puis la bonne intervention à faire, c'est d'alléger la détresse des parents. Ça, notre étude en Mauricie du Québec et au Centre Le Grand Chemin montrait aussi le lien entre une diminution de la détresse psychologique et la consommation chez le jeune. C'est vraiment un élément important qui va influencer notre communication puis notre relation, notre attachement avec notre jeune, à quel point on est envahi ou pas par une détresse en tant que parent. Parfait, merci. On a une question aussi de Christian André qui nous demande, je ne sais pas si c'est assez clair, mais il demande un parent consommateur ou en trafic qui n'est pas d'accord avec l'application d'une politique. Fait que c'est ça le commentaire. Je ne sais pas. Pourrais-tu répéter, pardon, la question? Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Un parent consommateur ou en trafic qui n'est pas d'accord avec l'application d'une politique. Point. OK, je ne suis pas certaine de saisir. Est-ce qu'on parle notamment de la question de la légalisation du cannabis ou je ne sais pas, parce que j'ai plusieurs pistes selon le sens de la question. C'est certain que si les parents, si c'est la question du trafic de drogue, ben, des parents qui sont plus criminalisés, c'est sûr que c'est un élément de risque parce que là, ça vient toucher la question des normes sociales entourant les usages de drogue, donc ça peut être compliqué. Ça, on en a d'ailleurs un certain nombre d'adolescents en traitement pour qui qui se préoccupent et qui sont un peu confus par rapport à ça et qui abordent ces sujets-là. Ensuite, il y a la question de la légalisation du cannabis qui est légale, mais à partir de 21 ans chez les jeunes. Donc, il y a comme un... puis moi, sur cette question-là, si c'est lié à ça, je ne suis pas certaine, mais je pense que le principal atout pour moi de la légalisation du cannabis, c'est d'avoir ouvert le dialogue. Vous parlez de communication tantôt. Ça amène, souvent, ça a diminué le tabou, la stigmatisation de l'usage de cannabis compte tenu de sa légalisation. Pourtant, il était aussi présent dans la société lorsqu'il était illégal. Mais en ayant ouvert sur ce sujet-là, ben, on a permis probablement des conversations intéressantes, puis justement discuter effectivement qu'est-ce qui fait que c'est 21 ans pour le cannabis, etc. Mais je dirais que peu importe les opinions, dans la mesure où on s'intéresse à l'opinion de notre jeune, on transmet nos valeurs puis notre préoccupation pour leur bien-être, ça peut vraiment être une façon d'ouvrir des dialogues qui sont intéressants dans une optique de prévention aussi. Parfait, merci. Donc, Christian, si jamais vous voulez, ça n'a pas répondu, si vous voulez préciser vos questions, je laisserai un petit temps pour le faire. Puis, en fait, on a un autre commentaire. Si jamais, professeur Bertrand, vous avez de la documentation sur comment intervenir avec un système polarisé, donc une mère surinvestie puis un père détaché, ça pourrait intéresser nos participants. Donc, je vous laisserai un dernier petit mot, peut-être des petites choses que vous n'avez pas eu le temps de préciser dans la présentation qui pourraient être intéressantes. Puis par la suite, je souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Il n'y a personne qui va intervenir au niveau à l'oral. Puis les questions ont été répondues à l'ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, dernière petite précision sur ce qui a été abordé. Oui, bien, d'abord, je vous remercie pour vos questions fort pertinentes, intéressantes. Puis je pense que ça traduit aussi tout l'ensemble. Ces questions-là entourant la question des familles, je trouve ça intéressant parce que ça vient aussi valider le fait qu'en termes de besoins, c'est très présent. Puis souvent, on est moins orienté dans les pratiques. C'est pas simple de le faire, mais en même temps, je voudrais peut-être mentionner que tant dans la prise en compte de la question de la santé mentale et des besoins de santé mentale chez le jeune que la question éventuellement des besoins des parents puis notre capacité à les rendre alliés dans nos efforts de prévention auprès des jeunes. Des fois, c'est peut-être de regarder dans l'ensemble de nos pratiques quels sont les éléments de plus. S'il y avait un ou deux éléments de plus qui pourraient être ajoutés ou adaptés dans la pratique. Le coup de fil de plus en début, l'offre au départ aux jeunes de faire un coup de fil aux parents, par exemple,
sur la santé mentale, d'avoir vraiment en tête, on n'a pas besoin d'être des experts de la santé mentale nécessairement pour explorer à partir de la préoccupation du jeune l'anxiété, la détresse qu'il peut ressentir, par exemple, puis le rôle de la consommation là-dedans. Ça peut être des leviers fort intéressants pour vraiment s'assurer d'engager le jeune dans des sujets de conversation qui le préoccupent. Puis souvent, les impacts de la consommation puis les enjeux pour sa santé ou pour la contribution de la consommation au conflit qui, eux, le perturbent, etc., va pouvoir arriver dans un contexte d'alliance thérapeutique, finalement. Mais je pense que ça donne essentiellement des pistes d'exploration et qu'on n'a pas besoin d'être un thérapeute familial ni un expert en santé mentale pour intégrer certains de ces éléments-là. Puis c'est ce que je souhaiterais qu'il y ait peut-être, s'il y a un ou deux éléments de la présentation aujourd'hui qui peuvent vous inspirer sur le plan des interventions, ça me fera vraiment, je serai à ce moment-là, pour moi, ça sera mission accomplie. Donc, je souhaite que ça ait pu être utile. Puis je vous remercie de vos questions vraiment pertinentes. C'est intéressant pour moi d'avoir la chance de communiquer avec vous. Merci beaucoup encore une fois pour la présentation. Un dernier commentaire de Sarah de Tanguy Gérantite qui vous remercie. Puis la question d'implication de la famille dans l'intervention précoce, c'est vraiment une piste de réflexion très intéressante là, pour son milieu de travail. Donc, encore une fois, un grand merci. On a été jusqu'à 93 participants aujourd'hui au webinaire. Donc, on est très contents de votre participation de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée à tous, puis au plaisir de vous revoir dans nos prochaines activités. On a un webinaire demain, vendredi, puis on en a deux autres aussi, le 16 et le 17 juin. Donc, un grand merci à tous et à toutes, puis au plaisir.